Pourquoi sommes-nous opposés à ce régime? Pour deux raisons principales. Parce que c'est un régime exclusif qui fonctionne pour un clan. Et la deuxième raison tient de la première, parce que c'est un régime violent. C'est un régime contre la liberté, car la liberté pourrait mettre fin à leur système d'exclusion. Nous ne pouvons pas tous intégrer le petit clan, parce que ce n'est pas possible, c'est un clan, disons-le, ethnique. En dessous du clan, bien sûr, il y a un sous-clan de porteurs d'eau, de domestiques, qui servent ce clan tout en étant conscients de leur situation d'infériorité. Mais nous n'avons pas tous l'âme servile. Alors, pourquoi, posons-nous la question, pourquoi ce régime est-il clanique? Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. On n'est pas en train de dire que les autres régimes ne l'étaient pas. Depuis des années, depuis pratiquement la découverte du pétrole, le Congo est devenu un pays qui vit autour de cette manne. Tellement facile à voir, parce qu'on ne fait pas d'efforts pour l'avoir. On contacte une société qui va faire des fouilles quelque part en mer, et c'est elle qui vous donne la réponse que j'ai trouvée. Si ça se trouve, elle a trouvé depuis 5 ans, on n'est pas au courant, mais elle cherche. Puis un jour, elle vous dit qu'elle a trouvé. Mais elle vous dit que pour la trouver, elle a fait des dépenses d'un certain montant, et qu'il faut qu'elle se fasse rembourser, et qu'en attendant, vous ne percevez que 5% de ce que vous gagnez. Mais ces 5% sont déjà tellement suffisants, on n'a fait aucun effort. On n'a même pas eu à téléphoner en fait. C'est tellement suffisant que le régime s'en contente et se distribue entre eux. Avec le temps, ils ont créé des firmes pour profiter de cette manne de manière directe. Des parties des plus d'or appartiennent, des accords ont été signés, des échanges se font, chacun profite, chacun crée ses structures de raffinage, de transport, de je ne sais pas quoi. Le système est tellement bien rodé qu'il n'est pas question de l'ouvrir. Il n'est pas question que l'enfant venant du peuple, venant de la sous-caste de cet apartheid, puisse entrer là-dedans, puisse regarder ce qui se passe, que celui qui n'a pas fait acte de soumission puisse pouvoir être nommé à des postes importants au niveau des finances, sinon il risquerait de voir ce qui ne va pas. Il ne peut pas non plus aller à la justice, à des postes de procureur, qui permettraient d'engager des enquêtes, sinon on pourrait voir. Petit à petit, c'est devenu un système complètement fermé. Ce pas des gens qui ont la haine au départ, mais ils se sont enfermés dans un système qui fait que pour préserver leurs intérêts, ils sont obligés de vous rendre esclaves. Et ceux d'entre vous qui ont la capacité d'accepter de se mettre tout simplement à genoux pour avoir leur petit dû, bah, ceux-là occupent les places intermédiaires de porteurs d'eau, de domestiques du système. Vous avez bien compris que ce n'est pas possible que nous tous nous en soyons membres. Alors nous faisons l'opposition pourquoi? Est-ce pour leur demander de nous laisser la place, de devenir nous la caste à la place de la caste? Parce que c'est souvent ce qui s'est passé dans les transitions dans notre pays. Ça serait ridicule puisque nous ne le ferons pas. Parce que nous sommes trop nombreux, parce que nous sommes différents dans une certaine manière de voir les choses, parce que nous allons les obliger à travailler, à surveiller ce qui rentre dans les caisses de l'État, alors que leur système est fait, a été construit comme ça sur la question du détournement des biens de l'État et de la survie de manière extraordinaire de ce clan. Alors pourquoi le faisons-nous? Nous le faisons pour demander au peuple d'accepter de prendre son destin en main. Savez-vous que le solde migratoire du Congo, c'est-à-dire la différence entre les gens qui entrent vivre au Congo et ceux qui en sortent, est négatif? C'est très rare en Afrique. C'est très rare pour un pays où circule autant d'argent. La plupart des Congolais rêvent de partir, rêvent de sortir pour trouver un avenir meilleur ailleurs. Très peu de Congolais de l'extérieur rêvent de rentrer, et les étrangers qui rentrent sont très peu nombreux. La population augmente, certes, mais à partir des naissances. Mais le solde migratoire est négatif. Ne vous fiez pas au fait que nous n'avons pas coutume d'aller prendre des pirogues pour aller nous jeter dans la Méditerranée, pour aller... Quoi qu'il y en a, hein, il y a beaucoup de Congolais qui le font, j'en croise tous les jours à Paris. Mais ce n'est pas, dans notre tradition, ça n'a pas pris des ampleurs extraordinaires. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas à cause de ça que les Congolais ne sortent pas. Ils trouvent d'autres moyens pour partir, pour fuir cet enfer. Cet enfer qui ne lèvera pas destinée. Cet enfer dont jouissent un petit groupe, un petit nombre, et qui, finalement, laisse les autres dans un état de désolation, sans espoir, sans avenir. Évidemment, quand je parle de domesticité, cela pourrait choquer, cela pourrait se dire que non, mais c'est vraiment des situations parfois d'humiliation que les gens vivent, hein, pour maintenir les postes qui sont les leurs. Hein. Une anecdote,
déjà reçu une lettre venant des plus hautes autorités de l'État, en tout cas des plus hauts bureaux, d'un monsieur qui écrit, qui dit comment pouvez-vous expliquer que moi, qui porte le même nom que le frère du chef de l'État, je ne suis pas recruté, éjecté à la fonction publique où il n'y a que des Bakongo. Je ne vais pas aller m'humilier à la fonction publique où il n'y a que des Bakongo, alors aidez-moi. Et c'est la même lettre nous est transmise, je la reçois, je la lis comme telle. Hein, avec la notation en bas. Veuillez régler ce cas. Hein. On ne dit même, la personne ne pense même pas se dire que non, je vais demander qu'on règle le cas sans envoyer la lettre qui est quand même assez insultante. Et puis, voilà, le cas va se régler comme ça. Non, non, il vous envoie la lettre authentique que vous avez reçue. J'ai vécu d'autres situations, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Vous avez, par exemple, un chauffeur qui aimait bien rentrer dans le bureau d'un directeur pour venir faire la causerie. C'était le chauffeur du ministre qui était du bon coin, qui était bien né, qui était de la bonne ethnie, et le directeur ne l'était pas. Donc, lui, il s'imaginait, ce chauffeur, être au même rang que les directeurs généraux, les inspecteurs généraux qui avaient là, les directeurs centraux, les chefs de service. Il était bien, 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 bien en bas en grade, mais étant donné qu'il fait partie du pouvoir, il avait l'impression que les autres étaient à son service. Il le tapotait dessus, il n'avait aucune règle, il respectait rien. Voilà, c'est ce genre d'humiliation, mais accepté, intégré, parce que bon, moi, à la fin du mois, j'aurai des perdièmes, j'aurai des missions, j'aurai des solutions. Les gens sont vraiment en position d'esclavage, en position de soumission totale à cet apartheid. C'est aussi à ces personnes, à ces petites mains qui font fonctionner l'ensemble de ce système, de réaliser qu'ils peuvent avoir une meilleure vie, qu'ils peuvent prétendre à mieux, qu'ils ne sont pas toujours obligés d'être dirigés par des gens moins compétents qu'eux, de ne pas avoir les postes auxquels ils peuvent aspirer. Dans un ministère, vous avez plusieurs directions, dans un service, il y a des postes, le responsable des finances, le responsable de je ne sais pas quoi, qui sont réservés à une certaine caste, mais que vous vous auto-censurez. Vous savez déjà que ce n'est pas vous et que votre rang est d'être inférieur et de vivre. Non, je ne parle pas de domesticité pour vous insulter ou pour vous, mais c'est la situation générale du sous-peuple, des sous-ethnies, des sous-groupes, des sous-hommes dans lequel le régime PCT a fini par mettre un grand nombre de personnes et qui courbent les chines, courbent parfois depuis tellement longtemps qu'ils ne se rendent plus compte qu'ils ne sont pas nés pour ça, qu'ils sont capables de faire autre chose, de revendiquer autre chose. C'est donc au peuple de prendre son destin en main et de rompre avec la culture de la domesticité ou d'aller attendre auprès des domestiques de ce système en espérant une retombée des miettes. Je ne sais pas si vous avez vu le scénario qui s'est déroulé lors de la désignation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, où le poste de deuxième vice-président réservé à l'opposition selon le règlement intérieur de ce Parlement. On a vu M. Kinyombe Kiambongo, qui l'occupe depuis tant d'années, venir le revendiquer une nouvelle fois. Une petite hésitation de M. Tsati Mabiala, chef de l'opposition nommé par M. Denis Sassou Nguesso, quelle liberté, quelle latitude, avec un salaire de ministre d'État, nous dit-on, je n'ai pas vérifié, soyons honnêtes. M. Tsati Mabiala venir faire une petite opposition pour dire que non, mais ce poste devait revenir à un parti d'opposition qui a le plus de députés. Les membres du PCT ont défendu que M. Kinyombe Kiambungu devait l'être. Enfin, ils choisissent leurs opposants, hein, et ceux qui parlent également ont été choisis comme opposants pour être chefs de l'opposition, et ceux qui ne sont pas chefs de l'opposition avaient négocié, c'est-à-dire l'autre parti qui a autant de députés que Tsati Mabiala, je parle de l'UDH-UKI, hein, a voulu prendre ce poste-là, mais sans trop d'insistance. Et là, nous sommes dans une période d'expectative où bientôt il y aura un nouveau gouvernement qui sera mis en place, mais qui osera critiquer peut-être qu'une ouverture sera faite à l'opposition. Ces espoirs-là qui sont nourris par le régime font que personne ne fait rien parce qu'on se dit peut-être qu'il y aura quelque chose. Après le gouvernement qui sera mis en place, on va attendre les préfets. Hein. Après les préfets, on va attendre les ambassadeurs. Après les ambassadeurs, on va attendre les DG. Après les DG, on va prendre peut-être les sous-préfets. On va passer au maire d'arrondissement et ainsi de suite. Autant de promesses de faire partie du gâteau, d'avoir un petit bout de gâteau, tout en sachant que ce petit bout est totalement insignifiant. Le gros morceau n'est même pas là. C'est tenu par le clan. Nous entretient dans une espèce d'attente indéfinie dans la souffrance. J'aimerais vous dire que nous mènerons une opposition qui demandera au peuple de prendre sa pleine place, qui assainira les finances publiques, le partage des richesses et surtout qui ne feront aucun mal à ceux qui sont là au pouvoir. J'aimerais vous dire ça, c'est ce qui est correct à dire. Et il y en a qui pensent encore que ça a le moindre impact sur ce régime. Vous n'avez pas idée à quel type de monstre froid vous avez. J'ai été directeur de campagne du général Mokoko et nous avons tenu en off
avec nombre d'entre eux ce même discours. En leur faisant comprendre que nous n'allons pas nous faire la chasse les uns derrière les autres. On leur a expliqué que l'argent du Congo est quasi inépuisable. Ce n'est pas parce que vous avez pris de l'argent que le Congo ne va plus fonctionner et qu'on ne va plus en créer d'autres, d'autant plus que l'argent que vous avez pris, c'est de l'argent qui est tombé du ciel, pour lequel aucun effort n'a été fait. La manne pétrolière, c'est vraiment ça. Et même le bois, vous signez avec des gens qui viennent prendre, vous avez votre quote-part, ça s'arrête là. C'est une économie de paresseux, c'est l'économie du ramassage et de la cueillette, il n'y a rien de plus primitif. Vraiment, ceux qui se vantent d'être des grands économistes là-dedans, des grands techniciens qui ont fait des choses extraordinaires, devraient avoir honte d'avoir perduré dans cette économie depuis pratiquement 50 ans. Bref, ce discours, nous l'avons eu avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, nous leur avons proposé ça. Mais à Mokoko, ils n'ont pas fait confiance. C'est à moi qu'ils te feront confiance. Donc je crois que ce n'est pas la peine de nous mentir. On sait ce dont ils sont capables. Il faut vraiment réaliser que nous avons affaire au plus cruel des monstres froids. Et je crois qu'il faut que attendre leur opinion, leur point de vue n'a pas vraiment beaucoup d'importance si le peuple prend les choses en main. Si le peuple relève le défi pour exister, pour compter, pour refuser de faire partie de cet esclavage, pour exiger d'avoir sa part. Le reste, on négociera sur le terrain, sur le champ. Ils réaliseront qu'en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas ni un revanchard, ni un fou furieux, ni quelqu'un qui pense qu'en tout cas, il faudrait absolument tout prendre, sinon le peuple sera pauvre. Non, je reviendrai là-dessus une autre fois, de manière beaucoup plus détaillée. Comment on peut faire pour récupérer ce pays sans se faire la chasse à l'homme? Ça sera facile. Ça sera facile. D'ailleurs, on peut le dire en 2 mots. Il suffirait que chacun puisse déclarer ses biens. Une fois que les biens sont déclarés, on n'y touche plus. Le Congo est fait de manière à ce qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir sans même avoir volé un franc de l'État. Malheureusement, c'est fait comme ça. Malheureusement. Vous ne savez pas comment la participation aux différents travaux de l'État mettent en place des systèmes de per diem, des systèmes de commission, des systèmes d'avantages que l'on obtient en participant à certaines fonctions de l'État. Lorsqu'on est dans certains ministères, ça peut monter jusqu'à 7, 8, 10 millions par mois sans que la personne ait fait le moindre effort de l'argent sorti du trésor qui se trouve dans une liste où son nom est avec un montant signé parfois par 3-4 ministres pour qu'ils le perçoivent. Comment vous allez faire cette personne au bout de 20 ans de service se retrouve avec des biens de 500 millions, de 800 millions? Est-ce sa faute? Comment vous allez demander de justifier ça? Voilà, donc c'est des situations assez compliquées comme ça au Congo qui font qu'on ne peut pas être derrière chaque sou, derrière chaque franc. Malheureusement, l'État est organisé de manière à ce qu'il n'y ait pas de reçu. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'après cela, il faudrait bancariser le pays, il faudrait faire que tous les systèmes soient clairs et ainsi de suite. Les régimes qui le prendront en pâtiront. Malheureusement, c'est comme ça, il faudrait passer par là. Mais ceux qui sont là, une fois qu'ils auront déclaré leurs biens, moi je possède 2 milliards, ok, on sait que je possède 2 milliards, on s'arrête là. Mais si on découvre que de 2 milliards, c'était 3, c'était 4, c'était 5, tout le reste, on ravit, c'est à l'État, on poursuit. C'est une question de franchise avec le nouveau régime de changement, si jamais il y avait un régime de changement, et une question de parole tenue par un État. Donc je crois que ça, ce ne sont vraiment pas des problèmes qui devront nous préoccuper. Eux ne vous croiront pas, ne croyant pas que c'est parce que vous avez dit ça qu'ils vont se dire « Ok, on arrête de voler, ces gens-là ne sont pas dangereux », ils ne vous croiront pas. Parce que Chin Échaudé a peur de l'eau froide, hein, vous savez, ils ont subi un départ du régime assez brutal pendant la conférence nationale, il y en a 1 ou 2 qui ont été mis en prison, ils ont peur. Il faut les contraindre d'arriver sur une table de négociation, seul le peuple peut le faire. C'est ça le rapport de force que nous essayons de créer, que le peuple accepte qu'il ne peut pas être esclave à vie, qu'il ne peut pas fuir son propre pays tout le temps, qu'il ne peut pas avoir des enfants qu'il fait naître esclaves et qui demeureront esclaves parce que d'autres ont décidé de demeurer à confisquer les biens qui leur appartiennent. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, je demande encore une fois au peuple de prendre conscience de sa position de force, de rompre avec les politiques de domesticité qui entourent ce régime et qui vous disent que, bon, moi, mon grand frère est directeur, peut-être que si je ne fais pas ça, je vais obtenir ceci, de ne plus avoir peur de se réunir, de se rassembler et de soutenir une véritable force de changement. Une véritable, j'ai dit, pas une force de changement qui discute 2 minutes et puis se taise, se retire, parce que espère que je vais peut-être devenir ministre demain. Si j'insiste un peu trop, peut-être que je serai mal vu. Il y a ma femme qui travaille avec le ministre Intel, qui est un ami d'enfance, donc si je fais ça, elle sera en mauvaise position. Il faut, je crois, arrêter ça, choisir des hommes libres, capables de vous conduire, sincères, et qui savent ce qu'ils font. Il y a aussi la question ethnique qui va se poser, pas seulement du côté du pouvoir pour dire oui, mais si on enlève notre ethnie, c'est notre ethnie qui va venir. Non, même du côté de l'opposition.
Ça sera la même question. Elle sait la même question qui se pose. Parce que ça sera pourquoi laisserions-nous un Babembe nous diriger? Pourquoi laisserions-nous un Larry nous diriger? Parce que ce qui va arriver, c'est que ça sera le pouvoir des Babembe, ça sera le pouvoir des Larry. L'histoire et l'expérience du pays a montré que c'est souvent ça. Mais là encore, ce sont des questions qui se règlent. Ce sont des questions qui se règlent parce que il faudrait juste faire confiance à l'intelligence et au génie plutôt que de faire confiance à la cooptation. Parce que ce qui se passe, le poids ethnique de notre pays devient très important parce que celui qui arrive au pouvoir a le pouvoir de nommer tout le monde. Il faudrait que cela s'arrête. Il y a des systèmes qui font que à certains postes, des concours sont organisés de manière totalement ouverte, totalement libre. C'est pour ça qu'il faut à la base une volonté politique énorme de mettre fin à tout ce système-là, une pensée bien réfléchie, bien aboutie, qui pourrait arriver à confier le pouvoir à des gens intelligents, de manière à ce qu'aujourd'hui, un ministre arrive, une fois qu'il est nommé, il nomme comme directeur de cabinet la personne qui lui plaît. Ce système d'ailleurs extrêmement ridicule, parce que en général, quand on est nommé ministre, la plupart des gens n'ont jamais exercé des fonctions d'État, ou bon, il y en a qui les ont déjà exercées, mais d'autres viennent du privé, d'autres viennent de l'enseignement, d'autres viennent ainsi de suite. Et finalement, c'est simplement par affinité, parce que je crois que ce monsieur parle bien, il pourrait être un bon directeur de cabinet. Lui-même n'a pas les critères nécessaires pour le faire. Et ce système de cooptation se répète et d'incompétence. Donc il faudrait pouvoir arriver à un point où on met en place des règles qui sont fixes. Je vais vous expliquer, je vais en parler une autre fois parce que c'est des questions sur lesquelles nous travaillons dans d'autres pays, c'est des questions sur lesquelles on réfléchit depuis longtemps. Il y a déjà une grande littérature là-dessus, il nous manque que la volonté politique pour la mettre en place. Arriver à coopter par concours un certain nombre de personnes, peu importe leur âge, qui justifient de certaines connaissances, qui justifient de certaines manières de faire, notamment la capacité de travailler sous pression, notamment la bonne santé, notamment ainsi de suite, qui passent des concours et une fois que vous l'avez obtenu, vous savez que vous avez le grade pour accéder à tel poste. Et que lorsqu'un ministre arrive, eh ben, il a un vivier des gens qui possèdent ce grade-là, qui peut prendre et qui ne peut pas prendre à tel ou tel poste. Ce n'est pas à lui de choisir. Moi, j'ai vu des directeurs de cabinet dont le poste le plus haut qu'ils ont exercé était un poste de chef de bureau. J'ai vu des directeurs de cabinet qui étaient dans des ministères très techniques, genre commerce, je cite comme ça au hasard, hein, commerce ou urbanisme, avoir un directeur de cabinet qui est colonel de marine, ou colonel de je ne sais pas quoi, ou tout autre grade. C'est ce genre de désordre auquel il faut mettre fin, il faut cadrer les choses, il faut carrer les choses. Vous voulez accéder à tel poste, il faudrait avoir le concours de tel grade. Et ce n'est que dans ce vivier-là que n'importe qui pourra faire ce choix. J'ai parlé du poste de directeur de cabinet. C'est des sujets sur lesquels je reviendrai plus en détail, ne vous inquiétez pas. J'ai parlé des directeurs de cabinet, mais le directeur de cabinet aujourd'hui a des fonctions qui ne correspondent pas tellement à ce qu'il devrait faire. Dans la plupart des pays du monde, et en Afrique encore plus, il y a des secrétaires généraux qui ont un cursus donné, qui ont des critères donnés pour atteindre ça, qui reste la mémoire du ministère, et non un simple directeur de cabinet qui n'y connaissait rien, qui met un an pour comprendre comment fonctionne le ministre et le ministère, qui va y rester 3 ans et qui va partir avec le ministre, avec toute la mémoire technique du ministère, les directeurs généraux eux-mêmes étant fluctuants. Donc il n'y a pas de secrétariat général, il n'y a pas... Tout ça, ce sont des organismes qu'il faut remettre en fonctionnement de manière à ce que le directeur de cabinet reprenne ses fonctions qui sont purement politiques et que les fonctions administratives soient occupées par les fonctions administratives de fonctionnement de la maison soient occupées par d'autres structures et d'autres corps. Mais là encore, même les directeurs, même les préfets, ça devrait être des postes auxquels on accède après une certaine carrière, après certains concours libres et ouverts à tous. Une fois que la volonté politique est là, ce sont des choses qui se règlent assez facilement. Voilà, et qui mettent fin à ses préférences personnelles, à ses préférences ethniques, à ses préférences qui nous mettent dans un déséquilibre tel qu'une seule ethnie est au pouvoir, de A à Z, c'est elle qui profite de tout. Surtout dans certains ministères qui n'ont jamais été occupés par d'autres ethnies parce que c'est des ministères sensibles pour la survie du système, pour la survie de la magouille et du clanisme qui existe, c'est très handicapant. Et cela est fixé dans la loi, contrôlé par des juridictions comme des tribunaux administratifs, qui sont composés de hauts fonctionnaires, accompagnés de quelques magistrats, qui font bloc, qui sont indépendants de l'État. C'est ce qui arrive dans les pays démocratiques. Vous voyez, parfois il y a des nominations du président de la République qui sont retoquées par le Conseil d'État. Il y a des décrets qui sont arrêtés par le Conseil d'État parce qu'il y a une juridiction totalement autonome qui est dirigée, donc déjà, si ce sont des anciens directeurs généraux, des anciens hauts fonctionnaires qui connaissent le fonctionnement de leur secteur,
qui les contrôlent et qui les dirigent et qui ont la capacité de pouvoir intervenir sur des décisions publiques, sur des décisions de l'État, pour les cadrer selon les besoins du service, des besoins techniques qu'ils connaissent parfaitement bien. C'est une juridiction administrative qui est nécessaire, pour laquelle je plaide dans notre pays, qui pourra remplir ce rôle. Et enfin, on ne peut pas terminer sans parler de projet, parce qu'il y a une vision qui doit être là. Nous avons des oppositions qui vous parlent de système électoral du matin au soir, mais sans comprendre ce qu'ils feront de ce pouvoir une fois qu'ils seront là. Excusez-moi de m'en prendre, mais il faudrait qu'à un moment donné, qu'on fasse aussi l'analyse de cette opposition, l'analyse de ce que nous avons fait. Moi, j'y ai été pendant longtemps, il y a une parenthèse, mais j'y ai été. Il faudrait qu'on fasse l'analyse un peu de cette opposition de personnalité, cette opposition de on veut qu'on arrange des élections pour que je sois là, mais pour y faire quoi? Franchement, là, dans la plupart du temps, on ne l'entend pas. Dans la plupart du temps, on ne l'écoute pas. Il n'y a pas de contre-proposition. On ne parle pas qu'entre nous, hein. Il y a aussi des gens qui nous écoutent de l'extérieur. Et beaucoup d'opposants savent à quel point j'ai mené des lobbying pour eux, et ainsi de suite. Et ils savent très bien que ce manque de projet, ce manque de vision, c'est juste qu'on sera gentil avec la France. Il y a un ministre qui nous a sorti ça en promenade au Congo, essayant de chercher des outils. Ça ne fait pas sérieux. Il faut connaître ces dossiers. Il faut que l'opposition puisse être une opposition de proposition. Et enfin, peut-être dernier sujet sur lequel je voudrais aborder au sujet de l'opposition, c'est le sujet de la capacité d'abnégation. C'est la capacité de s'oublier pour le combat collectif. C'est la capacité de cesser avec ses égos qui font que chacun estime qu'il ne faut que lui, qu'il ne doit être que lui. Je peux en parler en toute liberté, même si aujourd'hui je demande votre soutien, je demande votre accompagnement, mais je peux en parler en toute liberté parce que j'ai accompagné beaucoup d'hommes politiques. Ils n'étaient pas forcément plus intelligents que moi, ils n'étaient pas forcément plus près que moi, ils n'étaient pas forcément, n'avaient pas forcément les projets que j'avais. D'ailleurs, la plupart des hommes politiques que j'ai accompagnés, c'est moi qui ai donné les projets. Il y en a même que j'ai quittés, mes projets ont fait leur programme de société plus tard. Donc ce n'est pas pour ça, mais simplement qu'à un moment donné, il faudrait bien réaliser que, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, je suis arrivé au bout, je n'ai plus de chemin à suivre. Peut-être que ça serait bien qu'on soutienne un tel. Je reviens encore sur le général Mokoko avec lequel j'avais fait un petit démarchage, un petit lobbying. À l'époque, on discutait de candidat unique, d'une candidature unique, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué. Chacun a une raison de toujours vouloir s'imposer, toujours vouloir être là. Bon, c'est certes, à un moment donné, il faut que chacun aille essayer ses forces, mais il y a aussi un moment où le rassemblement est important. Nous avons affaire à des gens qui sont capables de tout pour arriver jusqu'au bout. Nous n'y arriverons pas si nous croyons que nous pouvons nous diviser en 5, en 10, en 20, en 30, en 15, juste parce que ma personnalité, parfois qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans avoir réussi à faire le moindre avancement, à un moment donné, il faut se battre pour le combat collectif. Et d'autre part, à ceux qui, zéro expérience politique, zéro expérience publique, zéro expérience des affaires de l'État, zéro, estiment qu'ils sont présidentiables. C'est un peu tous ces extrêmes-là qui nous retiennent, tous ces extrêmes qui nous bloquent. J'ai laissé la politique pendant 6 ans. J'ai fini les élections, ils se sont mal passés, les stratégies ne fonctionnaient pas, j'ai laissé faire. Et j'ai soutenu ceux qui étaient là. Ceux qui sont restés au pays, il faut avouer qu'ils ne m'ont pas demandé grand-chose non plus. Parce que c'est aussi ça, cet esprit de suffisance. Les esprits qu'on peut faire nous-mêmes. Il n'y a rien, il n'y a rien qui est fait, il y a peu de discours, peu d'interventions, peu d'idées, peu de trucs, mais il ne faudrait pas que ma personne, que mon visage, que mon aura soit terni, soit brouillé par d'autres personnes qui pourraient venir me faire de l'ombre et ainsi de suite. Et donc je prends mon truc, c'est à moi qu'on a donné ça, c'est sur moi que ça tombe, il le fait. J'ai compris, ça, je suis un vieux routier de la politique, j'ai compris. Mais il n'empêche que il faut faire corps. On a soutenu, on a appuyé, on a accompagné. Si aujourd'hui on vient me dire qu'il y a un profil qui semble mieux outillé que toi, qui semble plus prêt, qui semble plus déterminé, sur lequel le peuple semble avoir son penchant, avoir son truc, moi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je le suis. Et donc il faut vraiment que nous réussissions à l'opposition à avoir cet esprit de corps, à faire le combat commun, et on verra plus tard ce que l'on pourra faire. Mais si dès le départ, chacun estime que moi je dois, moi je peux, il y a toute cette marmaille, ce climat que j'ai vécu, je ne suis pas intervenu, de gens qui deviennent ah, mon coco m'a dit, c'est parfois risible, je sais que mon coco n'a rien dit, mais c'est pas grave, j'ai laissé faire, peut-être qu'ils ont trouvé une technique, en faisant ceci, en faisant cela, peut-être qu'on va tous gagner. C'est important que nous ayons cet esprit-là, on n'y arrivera pas, nous avons un régime
extrêmement déterminé à garder ses avantages, à garder ses biens, extrêmement engagé à faire de nous ses esclaves, à faire de nous, à nous mettre à genoux, à nous appauvrir, à nous donner envie de leur demander pitié, de leur demander pardon. Ben, c'est pas dans la rigolade, c'est pas dans ces petites choses-là. Restons ouverts, restons unis, essayons de faire des conquêtes d'une autre manière, prenons l'expérience de toutes ces années que nous avons vécues, ne faisons pas la même chose que les erreurs que nous avons commises, parce que nous en avons commis beaucoup, il faut le dire, ne faisons pas la même chose, et je crois que nous y arrivons. J'ai entendu les voix des aînés qui ne sont pas contents parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'opposition au Congo, que voilà, ils sont pas contents parce que mais ce que nous faisons ici, il ne doit pas dire ça, il doit pas... Mais non, mais non, mais non. Arrêtons de défendre nos petites positions. Arrêtons de défendre nos petites baronnies. Arrêtons de défendre nos petits fauteuils. Faisons le bilan de ce que nous avons fait. Je vous parle avec tout le respect, refondons cette opposition. Une élection chaotique vient d'avoir lieu, nous n'avons eu ni les moyens de l'empêcher, ni les moyens de l'arrêter, ni les moyens de changer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on attend? La prochaine concertation, ça sera cette fois-ci où déjà, Wesso, Kinkala, ou je sais pas quoi, où elle n'a jamais eu lieu pour aller écouter le discours du PCT. Qu'est-ce que nous attendons? Il faudrait que nous puissions nous engager sur des nouvelles voies, tous ensemble, mais d'une autre manière. D'une autre manière que de se défendre, que de se cramponner, que de vivre d'une espèce de rente d'opposition à laquelle on se dit indétrônable. Il faudrait que nous arrêtions avec ce jeu-là, que nous allions sur d'autres voies. J'espère vraiment que nous serons ensemble. En tout cas, moi, je me mettrai du côté du peuple. J'irai avec le peuple, j'irai pour défendre les aspirations du peuple et qu'il y ait simplement un changement, qu'il y ait une recomposition de la vie politique, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une intégration d'autres personnes, d'autres corps, d'autres visions, d'autres manières de faire, d'autres ethnies à l'intérieur de la gestion de notre pays qui est un bien commun, qui nous appartient tous, qu'il y ait d'autres propositions, d'autres idées, pas tout simplement des déclarations 2 fois l'année, des conférences de presse où on donne 3-4 critiques et on s'arrête là. Mais il faut que nous soyons capables de remobiliser ce peuple. Il faut que nous soyons capables de refonder un rapport de force avec le pouvoir. S'il vous plaît, j'essaie un chemin. Peut-être que je ne réussirai pas, peut-être que j'aurai tort, mais en tout cas j'y crois, j'y mettrai toute mon énergie et j'appelle tout le monde à venir y participer. Je ne suis pas là en train de dire que c'est moi le président de ceci, un tel est loin, il ne faut surtout pas parler de lui. Non, non, non. J'appelle tout le monde à venir y participer parce que nous devons gagner ensemble.